Nous voilà sur la quatrième vidéo. Après avoir discuté des besoins de l'enfant, de pourquoi on l'emmène au parloir, de l'enfant et du parloir, on arrive à l'enfant, à l'accueil des familles. Alors mon propos ici, c'est de dire que l'enfant a des besoins particuliers, et notamment le besoin d'être accueilli en tant que personne à l'accueil des familles avec des besoins particuliers. Il a besoin d'entrer en lien avec des adultes et pas simplement voilà, de rentrer dans l'accueil avec sa famille, à qui on va dire bonjour, et puis lui, je veux dire, il va être au milieu des gens, mais on ne va pas forcément l'accueillir en tant que tel. Par rapport à son besoin de reconnaissance, je pense qu'il a besoin d'une personne qui reconnaît son existence, hein, pas simplement comme une partie de sa famille. Et évidemment qu'au-delà de l'accueil quand l'enfant rentre dans l'accueil des familles, pour rentrer en lien avec l'enfant, clairement, c'est plus facile de rentrer en lien avec une activité, un jeu, quelque chose qu'on va partager, plutôt que d'être simplement dans de l'accueil et dans de l'écoute. Pour les enfants, ça n'a pas forcément, pas forcément de sens. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour proposer des activités? Enfin, on utilise le terme activité, mais on va plutôt penser à un temps de partage, hein. Un temps de partage autour d'une activité qui est un prétexte, hein. C'est bien ce qui manque souvent dans les parloirs quand les enfants n'ont pas la possibilité d'emmener des jeux. Il va falloir parler, et ben, là c'est un petit peu la même chose, il y a besoin d'une activité. Et d'une activité qui fait plaisir aux deux, pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est plus facile d'être en lien avec des enfants si on fait quelque chose qui nous intéresse et qui nous plaît. Et puis, deuxièmement, parce que je pense que c'est intéressant pour les enfants de voir que les adultes peuvent avoir du plaisir à être avec eux. Ça donne encore plus de prix à la chose. Et le plaisir aussi d'avoir des adultes qui prennent du temps, de voir des adultes qui prennent plaisir à prendre le temps et à jouer, parce que je pense que pour certains enfants, c'est quelque chose de très nouveau. Ce temps de partage, il va permettre un temps d'attention porté à l'enfant dans un environnement où habituellement il est oublié et il est assimilé à sa famille. Ça va permettre aussi sans doute à l'enfant dans ce temps d'activité de faire autre chose que simplement errer d'un endroit à un autre ou de courir, mais plutôt de se concentrer sur une activité plaisante et sur autre chose que voilà, cette attente, ce manque, cette attente, ce temps vide, hein, et surtout, bah, il y a des moments où l'enfant, ça lui fera du bien effectivement d'être dans une activité plutôt que d'être dans l'attente, si ce n'est que quelquefois, certains enfants vont préférer peut-être se mettre dans un coin et prendre un livre et être au calme, hein, ça, chacun verra bien. Et une activité, ça peut favoriser l'expression de l'enfant s'il a des mots à dire ou voilà, des choses à échanger que vous pourrez écouter. Évidemment, si c'est pertinent pour lui, parce que comme avec les adultes, on n'est pas là pour forcer les gens à parler, pour qu'on puisse les écouter, pour se faire plaisir en tant que bénévole. Voilà. Je vais faire voilà, un petit topo aussi sur la posture de l'adulte pendant les activités, enfin pendant que l'enfant fait quelque chose. Alors soit on participe, soit on est juste avec, ou on regarde, on observe. Et la posture d'un adulte qui observe des enfants qui sont en activité, c'est ce qu'on appelle en petite enfance l'adulte phare, c'est-à-dire celui qui est légèrement surélevé et qui a un regard englobant, donc c'est un adulte contenant, et avec son regard, il englobe la situation et il permet aux enfants de jouer tranquillement. Hein, ça apporte une certaine sécurité affective, ce regard vigilant sur l'enfant ou sur le groupe. Et ça permet à l'enfant de jouer tranquille. On voit ça parce que quand les enfants jouent tranquillement, de temps en temps, ils tournent un petit peu pour voir, tiens, il est encore là, ça tombe bien, tout va bien. Et ce qui est vrai à l'accueil des familles, en fait, est vrai dans tous les lieux où il y a des enfants qui sont en train de jouer, c'est-à-dire que notamment les enfants détestent jouer tout seuls dans leur chambre quand ils sont trop jeunes, hein, ils aiment bien jouer sous le regard d'un adulte. Ce n'est pas de la surveillance au sens juste je regarde pour qu'ils ne fassent pas de bêtises. C'est vraiment une espèce d'observation intéressée de ce que font les enfants, et le regard qu'on leur porte indique, ben oui, ce que tu fais c'est important, tu es quelqu'un d'important, et je te regarde ben, juste parce que voilà, j'ai envie de regarder ce que tu fais et que ça m'intéresse. Par rapport à l'accueil des familles aussi, c'est intéressant de se reposer la question des besoins. C'est pour ça que je vous avais présenté ça dans la première vidéo, et notamment par rapport aux besoins physiologiques. Alors, je sais très bien qu'il y a des lieux extrêmement différents d'accueil, donc il y a peut-être des choses qui vont vous sembler des évidences et d'autres pas, mais c'est simplement pour amener à la réflexion.
autour des besoins. Ça serait intéressant qu'il y ait un espace toilette. Alors, en général, il y a des toilettes dans les accueils de famille, mais même qu'il soit aussi pensé pour les enfants. Est-ce qu'il y a un réducteur pour que les enfants puissent s'asseoir avec un minimum de confort, etc. Est-ce qu'il y a, voilà, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité pour rendre les choses plus simples? Ou une table à langer, par exemple, s'il y a de l'espace. Est-ce qu'il peut y avoir un espace calme qui permet à certains enfants d'être dans un coin où ils ne sont pas dérangés, avec des coussins, j'en sais rien, un tapis, deux, trois bouquins pour être dans leur bulle, si c'est ce dont ils ont besoin. Est-ce qu'il y a un espace pour bouger? Il y a des accueils, effectivement, où il y a des lieux extérieurs où les enfants peuvent bouger, mais dans ce cas-là, effectivement, c'est sous la responsabilité des parents. Mais ça peut être intéressant, parce qu'après avoir passé X temps dans une voiture ou dans un train, et puis avant d'aller au parloir, ou en revenant, bah, peut-être que bouger, c'est un truc important. Est-ce qu'il y a une possibilité de réchauffer des repas? Parce que ça aussi, pour des familles, ça peut être important, et pour les enfants, de pouvoir manger quelque chose de chaud, pour les petits, un biberon, un petit pot, etc. Et puis prendre en considération les problématiques des enfants qui ont faim, parce qu'on a des fois des retours des accueils de famille avec des bénévoles qui sont un peu choqués du comportement d'enfants qui prennent plein de gâteaux quand on leur en propose. Bon, alors il y a effectivement des enfants qui prennent tout et c'est pas par faim, voilà, j'allais dire, c'est parce qu'ils n'ont pas appris qu'on commence par un et peut-être on en demande un deuxième si on a besoin. Mais je pense qu'il y a aussi des enfants qui viennent au parloir en fait et qui ont faim, parce qu'il a fallu choisir entre le billet de bus de train ou l'essence pour la voiture et manger, ou bien c'était pas le moment. Enfin, donc objectivement, si on voit des enfants qui ont faim, c'est pas le moment de mettre la limite par rapport au nombre de biscuits. Et donc, il faut envisager cette possibilité-là. Donc, du mieux qu'on peut répondre aux besoins physiologiques des enfants, ou penser l'accueil autour de ces besoins-là. Dans le besoin de stimulation sensorielle et intellectuelle, eh ben, évidemment, ça revient à l'idée de proposer des activités. On ne peut pas accueillir un enfant dans un espace vide et sans stimulation, hein. C'est pour ça que le parloir, c'est quand même si compliqué. Donc, c'est bien d'avoir des activités qui sont un support pour l'expression, et c'est pour ça que je vais faire la différence entre des activités et des distractions. Selon la définition du dictionnaire, une activité est une opération humaine dirigée vers un but. Alors, un jeu, le premier but du jeu, en fait, c'est de jouer, hein, du plaisir que ça apporte. Les enfants en tirent d'autres bénéfices aussi, puisqu'ils apprennent des choses, mais quand même, au départ, ils jouent parce que c'est plaisant. Et par contre, une distraction, c'est autre chose, hein. Dans la définition, il y a à la fois l'idée du divertissement pour délasser l'esprit, c'est-à-dire changer les idées, mais il y a aussi l'idée de distraction qui est un manque d'attention. Or, la distraction pour les enfants, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment ce qu'on recherche, même si quand ils vont jouer, peut-être qu'ils vont se délasser l'esprit, encore que j'ai des doutes sur le délassement. Mais par exemple, dans des endroits où il y a des télévisions, où on peut montrer des vidéos ou des dessins animés aux enfants, je ne pense pas que ce soit le truc pertinent, parce qu'en fait, c'est comme si on leur saoulait l'esprit, enfin, on essayait de délayer, de leur changer les idées, mais les enfants, ils n'ont pas forcément besoin qu'on leur change les idées, ils ont peut-être besoin qu'on leur propose quelque chose qui a du sens, en fait, dans un jeu, dans une lecture, mais dans un contact relationnel. Mettre face à une vidéo, bah, on n'est pas dans du relationnel. Et en réalité, s'il y a des choses qui tournent dans leur tête, ça va continuer à tourner pendant la vidéo et après. Donc, je dirais que dans le besoin de stimulation sensorielle et intellectuelle par rapport à l'accueil des familles, c'est intéressant d'être pas dans la distraction à tout prix. Après, on peut être dans un jeu qui distrait, mais il distrait aussi parce qu'il y a du relationnel. Et pas évidemment pas de surstimulation, c'est-à-dire qu'on ne va pas leur présenter plein de trucs à faire parce que comme s'il y avait un besoin absolu de résultat, quoi, hein. Voilà. On n'en propose pas trop, c'est pas forcément nécessaire. Donc, quand on va proposer des activités, on propose, on n'impose pas, il n'y a pas d'obligation, ils ne sont pas obligés de repartir avec un dessin, etc. etc. Elles n'ont surtout pas besoin d'être compliquées, les activités. Ce n'est pas la peine de monter des usines à gaz, surtout avec le temps qui va être imparti. Donc, des lectures, de la pâte à modeler, de la pâte à sel, qui est une version qu'on peut fabriquer soi-même, de la pâte à modeler, puis qui coûte pas cher, du dessin avec des feutres, des poupées, des Lego, des gros Playmobil, des voitures, enfin voilà. Avoir du matériel évidemment qui est sécurisé, hein, pas des trucs qui tombent en miettes. Sur les Lego, je propose les gros Lego ou des gros Playmobil s'il y a des enfants en bas âge. Après, voilà, c'est à vous de voir comment les choses sont gérées.
Ensuite, il faut adapter les activités en fonction du temps disponible, c'est-à-dire que s'il y a des enfants qui ont envie de faire des jeux de société, on va peut-être se passer du Monopoly, hein, qui peut durer des heures, et se souvenir que l'enfant ne peut pas gérer le temps, donc dans son en fonction de ce que vous savez, de quand est-ce qu'il va au parloir, ben, proposer peut-être quelque chose qui corresponde, hein, parce que sinon l'enfant il va être quand même très très frustré, et vous aussi. Et puis, il ne faut pas oublier que quand on fait une activité, bah, pour les enfants, c'est compliqué de finir un jeu avant d'avoir fini ou finir une activité avant d'avoir fini. Donc, prévenez. En fait, quand vous verrez que ça va être bientôt le parloir, de toute manière, il y a une espèce d'agitation qui se fait, mais je pense que l'enfant, on a besoin de lui dire à un moment, ça lui donne de la structuration du temps aussi, hein. Écoute, ça va bientôt être l'heure, il faut que tu finisses ton jeu, il faut que tu finisses ton dessin. Et ça lui permet d'aller au bout de ce qu'il a fait et de partir au moins, j'allais dire, sans regret. Ou alors, il peut peut-être décider de dire, bah non, je finirai mon dessin la prochaine fois que je viendrai, si malheureusement pour lui, c'est un habitué. Voilà. Voilà. Et puis quand je dis aussi de ne pas oublier que c'est pas facile pour un enfant de quitter son jeu avant d'avoir fini, c'est que ben oui, si on va dans son sens parce qu'il propose un jeu mais qu'on sait que ça ne tiendra pas, bah, c'est pas une très très bonne idée, quoi. Il vaut mieux être sûr qu'on aura fini le jeu. Sur le besoin de reconnaissance maintenant, par rapport à l'accueil des familles, je pense que ça c'est un besoin qu'on peut satisfaire, hein, parce que effectivement l'enfant a besoin d'être reconnu comme un petit humain qui a de l'intérêt, de l'importance. Il n'a pas besoin qu'on pose des jugements sur lui en disant qu'il est mal élevé, etc. Parce que d'ailleurs, je rappelle que s'il est mal élevé, ce n'est pas de sa faute. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on le laissera faire n'importe quoi, hein. Mais voilà, et ça veut dire que nos moments de l'accueil, par exemple, au moment où il arrive et qu'on a salué sa famille, ben on peut aussi, si c'est pertinent, si c'est le moment, si on a le temps, se mettre à sa hauteur, le saluer en lui disant bah, tiens, et bonjour. Voilà, et lui dire, bah, tu sais aussi, voilà, moi je m'appelle comme ça, je suis bénévole. On peut aussi lui demander son nom. Je sais qu'il y a de l'anonymat, mais bon, après, hein, je veux dire, ça reste quand même pas très très compliqué en termes d'anonymat. Puis s'il ne veut pas donner son nom ou si sa famille ne veut pas, ce n'est pas un souci. Et on peut lui demander, est-ce que tu voudrais me dire comment tu t'appelles? Et donc lui prêter, ça c'est lui prêter attention. Voilà, c'est satisfaire aussi un besoin de reconnaissance qu'il existe. Et ça permet de lier une relation avec lui et de lui signifier en fait qu'on est disponible pour lui. Ensuite, par rapport aux besoins de structure, se souvenir que la structure, c'est de la protection, que c'est des repères. Là aussi, à l'accueil des familles, on est en capacité de fournir de la protection et de la structure parce que, par exemple, quand on va accueillir l'enfant, et notamment la première fois, eh bien, on peut lui faire un tour du lieu pour lui expliquer bah tiens, là il y a ça, et puis là il y a les bureaux, et puis là il y a bah, ça c'est notre bureau à nous, donc personne n'a le droit de rentrer. Donc lui indiquer où est-ce qu'il a le droit d'aller, où est-ce qu'il n'a pas le droit d'aller, et puis ça lui donne quand même des repères spatiaux quand c'est la première fois qu'il vient. Donc on peut aussi lui expliquer en même temps un peu des règles, hein, du coup ça, par rapport à la structure, aux règles de fonctionnement, c'est de dire bah, tu vois là c'est l'espace pour jouer, et donc là bah, ces jeux-là tu peux les prendre parce que c'est disponible, et puis par contre il y a des choses dans les placards, et si tu veux des jeux qui sont dans les placards, il faut nous demander. Dans la structuration du temps, ben, l'enfant il ne sait pas forcément pour combien de temps il est là, qu'est-ce qu'il va faire ici. Donc, quand on va mettre en place, en disant bah, écoute, oui, là tu as le temps de jouer, bah, écoute, là si tu veux, je peux te sortir des feutres parce qu'effectivement tu as le temps de dessiner, ou écoute, je sais que tu voudrais jouer à ce jeu-là, mais je pense que tu n'as pas le temps. Bah, voilà, ça c'est lui mettre de la structuration du temps. Il y a aussi des enfants qui vont avoir besoin de repères et en fait qui vont se faire des repères en aimant, par exemple, toujours faire la même activité quand ils reviennent. Donc, au début, bah, ils disent « Ah, bah, je veux d'abord jouer avec ça ». Et puis voilà, c'est comme un rituel, quelque chose qui revient tout le temps. Et dans les rituels aussi, ça peut être les mêmes personnes qui le rencontrent, hein, qui lui donnent des repères, quoi. Donc, on peut lui dire aussi, quand ça va être bientôt l'heure, on lui dit aussi qu'à un moment, il va aller au parloir, et ça l'aide à se repérer et ça le rassure. Donc, dans les règles de fonctionnement, bah, comme je le disais par rapport à l'accès au placard, ou qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, voilà, ici, voilà, si tu joues à un jeu, bah,
par exemple, on range ce jeu-là avant d'en prendre un autre. Ça, c'est à vous de voir en fonction. En général, les règles, elles ne sont pas très, très grandes, hein, pas très, très nombreuses, pardon. Et notamment, il y a une des règles quand même qui est importante, c'est qu'on n'a pas le droit d'emmener les jeux. On n'a pas le droit de l'emmener au parloir, en général, alors sauf si vous êtes un accueil de famille qui a un accord avec la prison pour que les enfants puissent emmener des choses. Mais des fois, certains enfants repassent à l'accueil des familles avant de repartir chez eux. Et voilà, on va leur indiquer, bah non, tu vois, les jeux ici restent ici, ça c'est une des règles. Et par contre, tu le retrouveras quand tu reviendras. Ou bien, et puis voilà, donc dans l'explication de comment les choses fonctionnent, puisque ça ne fonctionne pas forcément à l'accueil des familles, comme ça fonctionne à l'école ou comme ça fonctionne dans sa famille. D'ailleurs, il y a peu de chances que ça fonctionne comme dans sa famille, puisque l'accueil des familles, c'est un endroit, c'est un lieu public, j'allais dire, donc avec des règles spécifiques de lieu public. Et en fonction de leurs âges, eh ben, les enfants, ils n'ont pas forcément été dans des lieux comme ça. Bon, même s'il y a des enfants qui sont assez grands, par exemple, pour aller à l'école. Hein. Donc, ils devraient peut-être faire le lien avec un lieu extérieur comme l'école, mais ce n'est pas sûr. Donc, on va lui donner comme ça des repères par rapport aux règles de fonctionnement. Ça aide aussi quand on a expliqué à l'enfant pour lui rappeler s'il ne les respecte pas. Si on ne les lui a pas expliqués, c'est difficile de les rappeler. Et puis, dans le besoin de structure, on peut aussi le satisfaire, par exemple, en lui permettant d'identifier qui est qui. Alors, objectivement, je pense qu'ils doivent assez rapidement identifier les surveillants pénitentiaires, hein, parce qu'ils sont quand même habillés d'une façon assez spécifique. Mais si vous avez un badge dans votre association, rien ne vous empêche, par exemple, d'indiquer à l'enfant, bah, tu vois, regarde ici, tu vois, j'ai un badge parce que je suis bénévole et que moi, j'accueille les gens ici. Et ça veut dire que l'enfant, il va reconnaître que ce signe-là, c'est une personne qui est bénévole. Et sans doute, à un moment dans sa tête, il fera la différence entre la pénitentiaire et les bénévoles. Mais on peut l'aider en faisant ça. Donc, en résumé, je dirais que l'important, c'est d'accueillir les enfants en tant que personne, d'accueillir aussi, j'en ai pas beaucoup parlé parce que j'ai pas le temps de parler de tout, mais donc d'accueillir aussi les expressions des sentiments, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont tristes, il y a des enfants qui font la tête, il y a des enfants qui vont être en colère. Ben oui, il n'y a pas de jugement à avoir. En fait, la situation, elle est très, très compliquée et on ne peut pas non plus tirer de conclusion d'un comportement qu'on voit sur un accueil de famille à un instant T, sur comment cet enfant est éduqué, voilà, parce qu'en fait, il y a des situations où les enfants ne sont pas du tout dans leur état normal par rapport à la situation qui n'est pas normale. Hein. Leur offrir des repères dans le temps, dans l'espace, sur les personnes, leur parler toujours directement comme à des êtres qui vivent l'incarcération à part entière, c'est-à-dire ils vivent aussi la situation et finalement, ils sont très, très peu considérés puisque tout passe par l'intermédiaire de leur mère, et leur offrir des moyens de s'exprimer avec des dessins, des jeux, voilà, sans se transformer en thérapeute, parce que ce n'est pas le cas. Et surtout, ne pas vouloir les distraire à tout prix, parce que le boulot du bénévole, c'est l'écoute et l'accueil, et c'est pas je veux rendre les enfants heureux pour qu'ils oublient ce mauvais moment. Parce que d'ailleurs, on n'a pas ce pouvoir-là, quoi. Hein. Donc, en conclusion, je dirais que les enfants ont besoin d'adultes fiables, d'adultes qui sont disponibles, parce que le parent libre n'est pas forcément mentalement disponible, il est à fond dans son futur parloir. Ce qui veut dire que c'est bien dans les accueils de famille, si on accueille des enfants et qu'on a l'intention de le faire du mieux possible, qu'il y ait des adultes qui soient là juste pour les enfants. Hein. C'est compliqué si on est tout seul de faire tout. Hein. Voilà. Et puis que la maison d'accueil peut répondre à certains besoins, à certains des besoins de l'enfant, pas tous, voilà, mais sur un instant T, quelque chose en tout cas qui fasse que la situation soit mieux vécue pour l'enfant. Et jamais oublier aussi que la maison d'accueil, c'est un sas de décompression pour l'enfant comme pour l'adulte. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'intermédiaire entre j'arrive de l'extérieur et avant de rentrer à l'intérieur, je passe par cet endroit qui est un peu particulier. Ça peut m'aider si j'arrive avant et que je fais des jeux, etc. Parce que du coup, voilà, je suis sur du connu. Et puis, pour les enfants aussi, des fois, qui reviennent après à l'accueil des familles avant de repartir, en revenant du parloir, bah, c'est aussi un sas, pouf, où on se prépare, pouf, pouf, on se pose, et puis après, on repart ailleurs. De ce que moi, j'ai pu observer quand j'étais allée voir à Fresnes, par exemple, c'est qu'il y avait pas mal de gens qui revenaient à l'accueil des familles, parce que c'était aussi tout à côté, et qui achetaient des barres chocolatées aussi, très certainement, parce que le vécu du parloir est un vécu stressant et fatigant, et que les gens mangent des choses sucrées pour se sentir mieux.
Voilà, bah, écoutez, il ne vous reste plus que la 5e vidéo où j'aborderai le sujet, du secret de savoir est-ce que l'enfant sait où il vient quand il vient au parloir. Et ben, je vous invite à remplir, la fiche question, qui concerne cette 4e vidéo.